Audio Jungle. Vous savez, quand nous avons défini avec Nicolas le thème de ce débat, c'est-à-dire en quoi la Russie est-elle dangereuse pour les démocraties, je me suis dit, je vais faire quand même une petite liste, parce que c'est facile de dire « Ah oui, c'est un pays dangereux », mais beaucoup de gens se disent « Mais en quoi c'est dangereux ? Bon, ils répriment chez eux. Ils assassinent même chez eux, mais c'est tellement banal dans plusieurs pays du monde aussi, il y a des restrictions de liberté, il y a des dictatures, etc., etc. En quoi ça nous concerne? Il y a beaucoup de Français qui disent cela. Et moi, j'essaierai de résumer très brièvement en quoi ça nous concerne, pourquoi c'est nocif pour les démocraties, peut-être même plus nocif que, par exemple, le régime communiste chinois. Bon, ça c'est un autre débat. Je commencerai peut-être par un point très important, c'est que depuis des années et de plus en plus, la politique étrangère russe est résolument anti-occidentale et par ricochet anti-ukrainienne. Anti-ukrainienne parce que justement l'Ukraine en 2013-2014 a choisi avec bien sûr toutes les difficultés quand même la voie européenne. Prenons par exemple les manœuvres qui ont lieu actuellement. C'est quand même les manœuvres à la frontière de quelques États membres de l'Union européenne, des manœuvres conjointes russes et biélorusses, avec des chiffres totalement démesurés. 200 000 militaires, avec des observateurs et des participants de quelques pays d'Orient, comme la Chine, l'Inde, Pakistan, etc. Mais il n'y a pas d'observateurs de l'OTAN. Ils ont appliqué une petite ruse parce que normalement, quand il y a des manœuvres de plus de 13 000 personnes, il faut inviter les observateurs internationaux. Eh bien, ils ont fait de sorte que sur chaque terrain, il y ait un peu moins de 13 000. Et donc, on obtient facilement des chiffres absolument énormes, avec plus de 80 avions et hélicoptères, avec 290 chars, avec 240 systèmes d'artillerie, dont des lance-roquettes très performants, 15 navires, et donc tout ça sans aucun contrôle international occidental. Maintenant, contre qui c'est dirigé? Ça s'appelle l'Occident, les manœuvres, ou on peut traduire aussi par l'Ouest, parce qu'en russe c'est le même mot. Eh bien, selon la légende, parce que vous savez, dans les manœuvres, on a toujours des légendes contre qui vous vous battez. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Eh bien là, il y a des États, bien sûr, inventés, Niaris, qui est un mot très clairement lituanien, et Pomorie et République polaire, les deux symbolisant Pologne, avec la première syllabe Po. Et donc, le scénario, c'est que ces États imaginaires, et tout à fait chacun sait de qui il s'agit,
crée à l'intérieur de la Biélorussie des formations illégitimes séparatistes et avec la participation des organisations terroristes internationales. Et donc la Russie et la Biélorussie, soi-disant, main dans la main, défendent donc l'intégrité territoriale de ce futur probablement État russo-biélorusse qui maintenant, dont la constitution s'avance maintenant rapidement. Vous vous souviendrez aussi les manœuvres du printemps dernier quand nous étions, nous je veux dire les experts, très persuadés que peut-être il y aura une invasion de l'Ukraine. Là aussi, c'était des manœuvres gigantesques qui ont duré 2-3 mois. Et une partie des troupes, finalement, est repartie. Donc, c'était aussi une sorte d'intimidation à la fois de l'Ukraine et de l'Occident pour que l'Occident ne se mêle pas si jamais l'Ukraine est attaquée. Et donc maintenant, une grande partie de ces troupes sont parties, mais ils sont situés de telle façon qu'ils puissent toujours revenir. Maintenant, ce ne sont pas seulement les manœuvres, les violations des frontières internationales, etc. C'est aussi une propagande qui est systématiquement hostile à l'Occident. C'est une propagande interne pour le marché interne, comme celle du grand propagandiste du Kremlin, Kiselev, qui a déclaré que les États-Unis pourraient disparaître un jour, il n'en restera que des cendres radioactives. Et donc, c'est un pays qui non seulement a déjà dans la pratique agressé plusieurs pays, comme Nicolas l'a mentionné, c'est la Crimée, c'est le Donbass qui continue, mais c'est aussi d'autres territoires, 2 unités séparatistes en Géorgie, une unité séparatiste en Moldavie. Ensuite, comme Nicolas aussi a mentionné, mais je vous donnerai quelques exemples, la Russie bloque systématiquement le travail des grands organismes internationaux, comme l'ONU, souvent de concert avec la Chine. Et donc, par exemple, dernièrement, les représentants de Moscou ne sont pas d'accord avec la résolution proposée par la Grande-Bretagne le 14 septembre. Et donc, c'est la résolution qui concerne la Libye, où actuellement le mandat international, donc mandat de l'ONU est en train d'expirer. Et pourquoi? Parce que la Russie soutient il est maréchal Haftar, non? Oui, Haftar, oui. Oui, maréchal Haftar, qui a fait ses études d'ailleurs en Russie, et donc ils craignent que les intérêts d'Haftar et de l'Est de la Libye puissent être lésés. Pareil, on peut se souvenir une histoire un peu plus ancienne. Par exemple, la Russie n'a pas soutenu le projet de résolution occidentale sur l'utilisation des armes chimiques dans la province d'Idlib. Il y a eu, sur la demande des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, une séance extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les Russes ont bloqué donc cette résolution. Et ils ont exposé la version du président Assad en disant que l'utilisation des armes chimiques, c'était dans l'intérêt des terroristes et non pas dans l'intérêt du régime. Systématiquement, la Russie soutient des forces destructrices. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution
qui appelle le Taliban à donner la possibilité aux Afghans qui le souhaitent de quitter le pays, eh bien, la Russie et les Chinois se sont abstenus. Pourquoi? Parce que le représentant de l'ONU se prononce, et donc la Russie par sa voix, se prononce contre la fuite des cerveaux de l'Afghanistan. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire, comme si sous les talibans, ces cerveaux pourraient être en grand honneur. Pareil, la Russie reconnaît le Taliban comme un mouvement terroriste. Néanmoins, elle soutient des contacts très appuyés avec le Taliban. Et donc, il y a plein d'échanges depuis très longtemps. Et maintenant, la Russie demande que le gel des avoirs de l'Afghanistan aux États-Unis soit levé, soi-disant pour éviter la catastrophe humanitaire, parce que c'est dans les intérêts du peuple afghan. Nous savons très bien que dans tous les régimes terroristes, l'argent n'est jamais utilisé pour la population. Il est utilisé pour s'armer, pour payer les forces de sécurité, pour payer le clan qui gouverne. Donc la Russie invoque ces prétextes soi-disant nobles, l'aide au peuple afghan, la fuite des cerveaux, etc., pour de facto soutenir les talibans. Un autre point très important, la Russie n'exécute pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. On accepte des compensations individuelles, comme d'ailleurs c'était le cas pour Navalny, qui, lui, son frère Oleg, pour cette affaire d'Yves Rocher, qui a été reconnue comme affaire montée de toutes pièces, ils ont reçu de l'argent, 10 000, 20 000 euros. Mais les Russes ne révisent pas le procès. Et en fait, la Russie est l'unique pays du Conseil de l'Europe où la loi permet aux autorités de ne pas exécuter les décisions de la Cour européenne. Je n'ai pas trouvé les tout derniers chiffres, mais en septembre 2018, c'est-à-dire déjà il y a 3 ans, de 2380 arrêtés de la Cour européenne contre la Russie, les autorités ont exécuté seulement 608 arrêtés, et encore uniquement la compensation en argent, mais pas révision du procès, ce qui est le plus important. Maintenant, encore une chose, nous avons déjà parlé, en effet, la Russie a annexé la Crimée, etc. Ce que je veux souligner, c'est que quand la Russie s'empare des territoires des autres, elle a le droit de le faire parce qu'on l'a appelé au secours, les populations ont été lésées, par exemple en Géorgie, pour l'opération en Géorgie, ce qui a été invoqué, c'est le génocide des Ossètes, ce qui était totalement faux. Ensuite, systématiquement, la Russie soutient les pires régimes du monde, le régime syrien, le régime vénézuélien, les talibans, les Hezbollah, le Hamas, la Corée du Nord, etc. Maintenant, si la Russie reconnaît que le Taliban est une organisation terroriste, en tout cas, ils ne reconnaissent pas que le Hezbollah et le Hamas le sont. Ils considèrent que c'est une force politique légitime.
alors que les leaders du Hezbollah, tout comme l'Iran, ont déclaré la guerre sacrée au sionisme et impérialisme. Mais en fait, il s'agit de la destruction programmée par leur projet de l'État d'Israël. Pour la Corée du Nord, la Russie, l'Union soviétique après la Russie l'ont toujours soutenue. J'ai lu un petit article, je vous cite juste une petite phrase. Les Russes admirent la capacité de travail, la bonté, la simplicité et la naïveté et l'anti-américanisme des Coréens du Nord. Voilà, ce sont les qualités qui rapprochent les gens de la Corée du Nord à l'homme soviétique. On écrit ça maintenant, pas il y a 30 ans. Encore un point très important, je vais bientôt finir. La Russie développe des stratégies qui visent à rendre l'Europe dépendante d'elle et de punir ceux qui ne chantent pas avec elle. Maintenant, l'exemple le plus flagrant, et ça se passe maintenant, c'est Nord Stream 2. Les Russes, quand il y avait tous ces obstacles, comme vous savez, il y a plusieurs pays qui ont été contre la construction du Nord Stream et qui ont essayé par tous les moyens de ralentir ce projet. Eh bien, les représentants russes juraient que c'est un projet purement économique, qu'il ne sera jamais utilisé comme une arme politique. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le projet est pratiquement achevé. Il reste encore la certification et il reste à adopter ou à contourner la directive européenne, directive gazière, selon laquelle la personne qui fait les livraisons du gaz et celle qui les transporte, ça ne peut pas être la même entité ou la même société. Vous voyez, c'est une loi antimonopoliste. Or, le Gazprom est l'unique constructeur et exploitant du Nord Stream, et c'est à Gazprom qu'appartiennent tous les gisements en Russie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais vous savez, au début de cette année, 1000 mètres cubes de gaz ont coûté $300. Actuellement, le dernier chiffre que j'ai vu aujourd'hui, c'était $950. C'est-à-dire le prix, en quelques mois, a plus que triplé. Pourquoi? Parce que la compagnie, le Gazprom, a cessé, elle remplit les obligations de plusieurs années, mais tous les contrats plus courts, elle ne vend pas le gaz. Pardon, le Gazprom. C'est-à-dire, dès que la Cour de Düsseldorf a décrété que Nord Stream 2 était obligé de se soumettre à la directive gazière de l'Union européenne, le Gazprom, sauf ses obligations incompressibles, a tout simplement cessé de vendre le gaz. Résultat, en quelques mois, les entrepôts de gaz sont vides et il y a une spéculation parce que on va rentrer dans la période d'automne et d'hiver, donc il y a bien sûr une spéculation. L'objectif, faire plier l'Europe pour qu'on permette à Gazprom d'exploiter Nord Stream complètement et pour que la certification se passe bien. La certification, ou peut-être il y a des paramètres même techniques qui ne sont pas bien faits. Et donc le Gazprom a drastiquement réduit le transit via l'Ukraine, qui d'ailleurs ne sera pas du tout desservi si surtout le Gazprom entre en service complètement. Et les conséquences sont déjà très tristes parce que les prix de l'électricité en Europe maintenant
sont revenus plus de 20 ans plus tard au record de 1999. Et donc, cette stratégie, elle n'augure rien de bon. Ça nous montre simplement que dès que nous nous permettons de dépendre en quoi que ce soit de la Russie, elle peut nous faire plier, elle peut dicter ses conditions et elle peut utiliser les projets purement économiques pour des pressions politiques. Maintenant, et on a déjà beaucoup parlé de l'ingérence de la Russie dans nos élections. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, en Allemagne, en Catalogne pour le référendum, etc. Et il ne s'agit pas seulement de soutenir tel ou tel candidat. Par exemple, en France, quand il y avait l'élection présidentielle précédente, en fait, les Russes, en premier lieu, soutenaient Fillon, en deuxième lieu, Marine Le Pen, et même Mélenchon, en fait, tous sauf Macron, parce qu'il était le seul qui n'était pas, en quelque sorte, qui n'avait pas de projet d'un grand rapprochement avec la Russie et qui n'avait pas de projet de céder à diverses pressions russes. Maintenant, comment ça se fait? Il s'agit non seulement de promouvoir, comme je dis, tel ou tel candidat, il s'agit aussi de créer du désordre dans le pays, de compromettre nos dirigeants, de compromettre nos valeurs et promouvoir des figures de nationalistes, de droite classique dure pro-russe, des mouvements sociaux anti-gouvernementaux et aussi des mouvements de gauche, surtout d'extrême gauche, par l'anti-américanisme. Pour ça, la Russie s'appuie sur les réseaux d'influence, sur les trolls, sur les sympathisants sincères. Et en plus d'un combat politique, il s'agit d'un combat civilisationnel. C'est-à-dire tout ce qui est anti-américain et anti-progressiste, en général, trouve l'appui en Russie, dont le régime se définit comme régime conservateur, et que nous définirions plutôt comme régime réactionnaire. Je vous donne un petit exemple parce que c'est très amusant. Il y a quelques jours, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est un personnage que peut-être certains de vous suivent parce que c'est une dame très haute en couleur, si j'ose dire, mais en même temps, c'est officiel, elle est porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Eh bien, en réponse à une proposition des autorités d'une province australienne, New South Wales, donc la proposition des autorités, c'est de permettre aux jeunes enfants de choisir le prénom qui leur plaît, même si, par exemple, un garçon choisit le prénom d'une fille, parce que ça lui plaît davantage. Et donc, elle a publié un article où elle affirme « Nous avons affaire à un nouveau type de conception politique ultra-biopolitique. Ce n'est pas la première tentative. Une telle expérience avec l'humanité ont essayé de mener les adeptes de l'eugénisme nazi. Les nazis ont mesuré les crânes et les nez, mais le nouveau Léviathan libéral, c'est-à-dire l'Occident où nous vivons, va plus loin. C'est une tâche encore plus haineuse. Obliger l'homme de changer soi-même en renonçant à sa propre identité. Sous nos yeux naît et est institutionnalisée la pédophilie sociale. Vous comprenez que ce n'est pas très logique. Et la presse russe, une certaine presse russe, vous savez comment il explique les mouvements d'avoir une plus grande liberté dans la définition, non pas tellement de sexe, mais de gender, c'est-à-dire comment les gens se sentent dans leur peau. Eh bien, on explique ça dans la presse russe
que cette poussée, ce soutien des minorités sexuelles est lié à la future destruction de la propriété privée. Parce que les représentants de LGBT ne peuvent pas avoir des enfants de façon naturelle et leur transmettre donc l'héritage. C'est pourquoi dans le monde où il y aura la majorité des minorités sexuelles, la propriété va appartenir aux corporations transnationales et aux oligarques qui, eux, garderont le droit d'avoir des enfants. Donc, vous voyez, ça va très loin. Je pense que même chez nous, je ne sais pas, le printemps français, est-ce qu'on va aussi loin? Mais c'est certainement sur la même longueur d'onde. Et donc, je finis la dernière chose que je voulais juste vous soumettre, et après on pourra discuter, c'est la corruption dont Nicolas a déjà parlé. Vous savez que la Russie gratifie ceux qui servent ses intérêts. On sait que Schröder, depuis des années, l'ancien chancelier, a des postes qui lui apportent plusieurs millions de dollars ou d'euros par an, que François Fillon est maintenant au conseil des directeurs de Zarubezhneft, qui est une filiale donc de Rosneft qui s'occupe de la commercialisation du pétrole à l'étranger, que l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, Karin Kneißl, fait partie aussi du conseil des directeurs de la compagnie russe Rosneft. Mais il y a des personnages peut-être moins grands qui justifient des largesses russes. Par exemple, monsieur Alain Juillet, qui... Comment? Aussi. Qui a fait partie, qui avait un poste élevé dans les renseignements français, qui ensuite est parti dans le business, et maintenant il travaille chez RT France. Par exemple, Juillet soutient que la Russie ne représente pas de menace pour l'Occident. Il appelle l'empoisonnement des Skripal une manipulation des anglo-saxons que les Français et les Allemands ne doivent pas soutenir. Et en février 2020, il a reçu chez RT, et Dieu sait combien il gagne, donc un programme sur géopolitique 2 fois par mois, et il s'occupe à promouvoir, disons, le narratif russe sur la vérité historique ou la crise politique de l'Occident. Voilà, je pense